Je vais suer sur le tabouret. Ouais, je suis désolé. J'ai mis un jogos en plus. Tu parles du fauteuil club. Le fauteuil club. Merci pour ce fauteuil club. Bonjour Suzanne, comment vas-tu? Je sais pas quoi penser. C'était pas une bonne transition ça? C'était très étrange. Moi voilà. Et ben j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toutes et à tous dans cette pénultième épisode bouteille, ou le 9e. La petite émission auditive. Qu'est-ce qui se passe? Pénultième. Avant-dernier. C'est juste pour que ça fasse un peu... Ok. On n'est pas des... On élève un peu le niveau, non? Oui. Oui. On fait partie de l'élite. La petite émission auditive aux moyens limités qui vient flatter vos tympans afin de parler séries télé. Je crois que j'ai oublié des mots, non? La petite émission auditive aux moyens limités qui vient flatter vos tympans tout en causant séries télé. C'est ce que j'ai dit finalement. Je crois que t'as tout. C'est une super intro. Nickel. Tu vas parler de quoi du coup aujourd'hui? Je vais vous parler d'une série qui est très choupie. C'est vrai? Oui, qui s'appelle The Detectorist. Oh, ça sonne bien. Oui. Nickel. Et toi? Et moi je vais parler d'une série qui s'appelle Six Feet Under. Tout aussi choupie. Alors déjà j'annonce que je vais soit appeler ça SFU, soit Six Feet. Alors s'il vous plaît, à chaque fois que je dis Six Feet, les gens qui ont un truc avec les pieds, calmez-vous. Ça veut dire six pieds. Oui, je sais, je parle un peu anglais. Oui, 6 pieds. Well. 6 pieds. 6 pieds, ça fait beaucoup, 6 pieds. On peut faire plein de choses avec 6 pieds, on peut vraiment beaucoup s'amuser. D'ailleurs, attends, j'ai une fun fact un peu nulle. Tu vas voir, c'est un rapport avec les pieds. Tu sais, quand tu achètes un meuble Ikea, ou Conforama, on va dire Ikea, parce que c'est là que je vois le plus, y a des espèces de petits bouts de bois que tu mets entre les planches pour que ça tienne, après pour visser, tu vois. Des chevilles. Des chevilles. Et moi, en fait, j'ai toujours cru que ça s'appelait des durillons. Non. Et avoue, tu l'as tapé sur Google pour pouvoir en acheter? J'ai été à la fois dégoûté et intrigué. We have to go back, Kate. Legendary. Say my name. Kevin est tombé. Kevin a perdu. That's what she said. Surprise, motherfucker. Écoute, madame Suzanne, t'es une épouse modèle. Réussite avec des qualités. It's a beautiful night to save lives. Oh mon Dieu, ils ont tué Kenny. Espèce d'enfoiré. Yes, science, bitch. Et vous êtes pas mort, espèce de connard. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Pelle. Outil formé d'une plaque plus ou moins creuse, fixée à un manche, et servant à prendre ou déplacer des matières en grains, en morceaux, pâteuses, etc. Alors t'as dit que c'était une série choupie que tu allais parler. Oui, c'est une série qui est très mignonne, qui donne un peu envie de tout plaquer pour s'acheter un détecteur de métaux et vivre dans les Cornouailles. C'est vendu, c'est bon, m'en dis pas plus. Je sais que ça va faire des émules. Donc The Detectorist, c'est une série anglaise, genre comédie dramatique, série anglaise quoi. Ouais. Qui était diffusée sur la BBC 4. En 2014. Je crois que c'est pas trouvable en France sur les plateformes françaises. Oh. C'était sur Arte, quoi. Ta première série que tu parles qui est pas trouvable en France. Oui, c'est vrai. J'ai une série qui est pas trop... une série un peu niche, tu vois, pour une fois. On a dit l'élite. L'élite, oui. Mais par contre, elle était sur Arte à un moment. Et il y a une âme charitable qui les a postés sur YouTube en très bonne qualité, mais c'est en anglais, sous-titré anglais, pour les gens qui ont du mal avec l'anglais. J'ai du mal avec l'anglais, mais même écrit. Même écrit. Il y a 3 saisons, de 6 épisodes à chaque fois d'environ 30 minutes, et il y a des épisodes de Noël. Oh, évidemment. Cool. C'est toujours bien les épisodes de Noël. Ça dépend lesquels. Genre moi j'ai le souvenir d'un épisode de Noël de Downton Abbey, c'est pas ouf. Il faudrait qu'on fasse un spécial Noël. Un spécial Noël. On ferait quoi pour le spécial Noël? On parlerait de Noël? Enfin, avec les séries, pas de ton Noël, genre, des tonton bourré, ça va. Je suis pas certaine que les auditeurs aient envie de savoir comment se passe mes Noël. Moi non plus. Quoique ça se passe très très bien. Attends, ma mère écoute. C'était génial, maman. C'est toujours génial. Ça, tu vois, ma mère va m'appeler, elle va me le redire. Ah ouais, Noël. Ah ouais, Noël, t'aimes pas? Bah tu resteras chez toi. C'est quoi, t'aimes pas? C'est quoi? C'est la Lorraine? C'est les Noëls en Lorraine? Bref.
Je continue. Oui, The Detectorist, c'est écrit... pardon. The Detector... T'as choisi une série très difficile à dire. The Detector. C'est difficile à dire. The Detectorist, c'est écrit par un certain Mackenzie Crook. Tu vois qui c'est? Pas du tout. En vrai, tu vois qui c'est. Ah, mince. Ouais. Alors, tu veux que j'essaie de le deviner ou tu... Non, je Ok. vais... Enfin, tu vas voir. Ok. C'est donc écrit par Mackenzie Crook. C'est aussi joué par Mackenzie Crook. Je sais c'est qui alors. Ok, super. C'est qui? Je balance Ouais, vas-y, essaye. parce que, alors j'ai pas vu la série, mais Là, tu vois la tête, du coup. En fait, il me semble que c'est toi qui me l'avais conseillé quand nous travaillions ensemble. Une époque déjà révolue. Même si on travaille encore ensemble, hein, finalement. Et il me semble que c'est un acteur qui a joué dans une célèbre franchise de bateaux. Oui. Affirmatif, c'est ça. Pirates des Caraïbes. Bon, c'est pas Jack Sparrow du coup, mais Non. c'est le monsieur qui avait un œil de verre, si je dis pas n'importe quoi. Exactement, oui. Ouais. Et qui a une gueule très anglaise. Du coup. Qui a une gueule très anglaise, oui. C'est pas gentil pour les Anglais. Et qui était aussi, tu pourrais si j'ai eu un flash, dans The Office UK. Tout à fait. Tu me devances, hein. Non, mais parce que je fais les liens dans ma tête. C'est exactement lui. Oui. C'est un mec qui joue plein de second rôles, en fait, en général. Pour ceux qui voient pas qui c'est, même si je pense que maintenant vous voyez qui c'est, vu que vous avez une petite... Bah, sauf si vous avez pas vu The Office UK et cette série, et si vous avez pas pas vu Pirates des Caraïbes. Bon bref, c'est un mec, c'est un espèce de grand dégingandé, blond, très fin. Je pense que le mot cadavérique. Comme dirait ma mère, il est taillé à la serpette. Oh, c'est beau. C'est imagé, hein. Ouais, mais je vois en fait. Ouais. Où sont les copeaux? Bah oui. Donc bref, il y a Mackenzie Crook, cette espèce de grand mec tout mince avec des bras trop grands pour lui. Il y a aussi Ce détail change tout. un autre mec qui s'appelle Toby Jones. Est-ce que tu vois qui est Toby Jones? Alors le nom, non. Parce que je te rappelle que du coup, Ah je t'ai putain, révélé avant oui, que j'arrivais merde, pas. attends. Faire l'image et j'ai des problèmes. Bon bref, tout ça pour... Enfin, en fait, vous voyez aussi qui c'est, Toby Jones. C'est un mec qui a fait aussi plein de second rôles et qui fait plein de voix. Notamment, il a joué dans Sherlock, il a joué dans Doctor Who. C'est lui qui fait la voix de Dobby dans Harry Potter. Attends, je vais chercher son visuel parce que ça me perturbe. Il a une petite tête de Oompa Loompa, un peu vénère, avec des grands yeux perdus bleus. C'est un... tu vois oui, c'est un bagel. C'est non, pas qu'on mange, hein, le chien. La marque de chien, pas le... Ouais. Toby Jones, tu m'as dit? Ouais, Toby Jones. Toby Jones. Assez classe, Toby Jones, comme blaze un peu. Hein. C'est un bagel, c'est Droopy. C'est Droopy, ouais, exactement. C'est Droopy. Il a une petite tête de Droopy. Ah bah le premier truc qui sort quand tu cherches, c'est Détectoriste. Ah ouais? Ouais. Ah, il était dans le dernier Indiana Jones. Oui, récemment. C'est ça. Oui, ça m'a fait un flash, exact. Et ouais, donc ça me fait marrer parce que c'est un peu des gens, tu sais, tu les vois tout le temps partout et t'es un peu genre, lui j'ai déjà vu mais je sais pas qui c'est. C'est marrant parce que du coup ils ont, enfin c'est pas marrant mais ils sont tous les deux. Et du coup tu cherches c'est qui et tu regardes pas le film ou la série en question et après tu fais c'est parce que quoi? Ouais. Exactement. Donc on suit ces deux personnes. Oui, de quoi ça parle en fait, ce détectoriste? Tu vas me poser la question. Suzanne? Oui. Excuse-moi de te couper, tu ne m'en voudras pas. Pas du tout. Je suis un gros masculin. J'ai l'habitude. Voilà. Mais de quoi ça parle donc cette série? Bah merci, c'est chouette que tu me le demandes. Bah tu vois, c'est parce que que j'allais t'en parler. Tu m'as encore devancé. Je suis désolé. On m'appelle le fast. Je suis fatiguée de ma journée. Ouais, moi aussi. Il est très tard. Donc on suit nos deux personnages qui s'appellent Andy et Lance, qui vivent leur petite vie tranquille dans une petite ville tranquille d'Angleterre. Comme la plupart des séries anglaises, en fait. Un peu. Oui. Après, moi, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais regarder une série anglaise, c'est toujours un truc de gens tranquilles. Après, ça dépend. Est-ce que t'es team série anglaise de petit village perdu dans la cambrousse ou série anglaise type on est à Londres? Vraiment, je trouve que c'est les deux géospatialement, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a Londres et le reste, c'est la campagne. Donc Andy et Lance, je vais dire plutôt Andy. The Last Dance of Lance Vance. Ok. Andy et Lance, ce qui les rapproche, c'est leur passion commune pour la chasse au trésor. Putain, je vois pas mon écran, c'est insupportable. Aurais-tu besoin de lunettes? Je connais un très bon ophtalmo. En fait, non, j'ai un chat mort devant les yeux. Pardon? C'est comme ça que tu me vois? Super. La même odeur. Will you search through the lonely earth
Bref, Andy et Lance, ce qui les rapproche dans leur vie, c'est leur passion commune pour les chasses au trésor avec des détecteurs de métaux. Tu sais comment ça s'appelle en français ? Ah mais il y a un... Ah non mais il y a un terme ? Il y a un terme. Mais en France, il y a vraiment des chasseurs de trésors, de détecteurs de métaux ? Ouais. Sur les plages, moi je vois ça sur les plages. Mais il y a des gens qui sont fans, qui font, qui sont fans, je pense, d'histoire. Et qui, du coup, à côté de ça, ils vont, tu vois, dans les tranchées. Un petit obus. Mais tu penses que c'est vraiment un truc genre, ouais, on va découvrir des trucs historiques, ou c'est juste, je vais trouver 2 canettes et ça me rend heureux? Bah, je pense qu'il y a des deux, tu vois, mais je pense qu'il y a quand même une... Si on fait ça. Non. Si on fait une rencontre avec des gens à des détecteurs de métaux, ça serait trop bien. Bah, ça parle de ça, cette série, en fait. Oh. Ouais. Et donc, comment ça s'appelle en français? Des poêleux. Des poêleux. Tu vois, ça se rapproche des poilus, les tranchées, tout ça, je sais pas. Ouais. Mais en fait, c'est parce que c'est parce que la machine, en fait, ressemble à une poêle, en fait. Ouais. Les poêleux. Les poêleux. Voilà, pour votre petite culture générale. Sachez que... Alors qu'en anglais, je suppose que c'est The Detectorist. C'est The Detectorist. Ça sonne un petit peu plus... C'est bizarre quand même comment l'anglais, ça sonne plus... Un peu plus styleux. Un peu plus stylé. Pardon. On a une très longue journée. Pouh, allez. Donc à nos deux petits lascars. Du coup, leur kiff, c'est d'arpenter pendant des heures des terrains, des champs, des terrains vagues à la recherche d'objets anciens. En espérant découvrir un jour une pièce un peu historique, un truc un peu chouette, incroyable, un truc qui changera la face du monde, en gros, tu vois. Ils ont quand même des grandes ambitions. Ouais, mais en fait, je pense que le but, quand même, chez ces gens-là, c'était quand même de trouver un truc un peu stylé. Ouais, enfin, des trucs en métal sur le territoire anglais, historique. Il y a eu la guerre en Angleterre. Je sais même pas si. Bah, eux sont beaucoup partis en guerre, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois, sur le territoire, il doit y avoir quoi? Ils vont trouver des canettes, les pauvres. C'est ça que je trouve... C'est une démarche très louable, mais je pense que c'est très vain. À moins que... Oh. T'as vu la perche que je t'ai lancée, hein? En vrai, je vais tous vous décevoir. Oh merde. Parce que j'ai pas jamais fini cette série, en fait. Mais ne dis pas des choses pareilles. Vous devez regarder ça. Pourquoi? Comme ça, vous me raconterez la fin. J'adore. Vraiment, on sait juste qu'on a un protocole de création sur ce podcast et qu'il fallait une série qui colle à ce protocole. Et c'était la seule que j'avais. Je t'ai dit, on aurait pu s'arranger, tu sais. Oulala. Non, mais t'avais l'air tellement content de parler de Six Feet Under que je me suis dit, mais je peux. Moi, Six Feet, je le mets ailleurs, tu vois. Je peux le mettre sur d'autres trucs. Y a pas de souci. Bref, du coup, en vrai, j'ai vu juste la saison 1. Donc, je sais des choses. Mais je pense que. Du coup, je peux pas trop t'apporter non plus des éléments, ça sera. Attends, tu sais quoi? On va la refaire. Ouais. Mais tranquille. Ah non, mais en fait, je comprends. En fait, t'es un peu en mode tu t'excuses, mais on comprend tous Suzanne. Moi le premier, parce qu'en fait, elle est pas trouvable en France, la série. Mais il y a un mec qui l'a mis sur YouTube. Oui, mais tu ne sais pas faire l'anglais. Pardon, dis un mot, vas-y. Dis-moi, s'il fait très beau dehors en anglais. Tu vois, tu sais pas. Tu vois? Donc, non. Tu es pardonné. Oui, voilà. Donc, du coup, je disais que, ils cherchent des trucs pendant des heures dans la campagne anglaise. Et ils font donc partie d'un club. Évidemment, ils sont pas tout seuls là-dedans. Ils font partie du club qui s'appelle le Danbury Metal... Ah, il faut que je le dise en mauvais anglais. Non, t'inquiète. T'as des notes. Je suis trop chiante. On va tout changer. Non, on va tout changer. Okay. Donc, ils font donc partie d'un club très select, le Danbury Metal Detecting, aussi appelé le DMDC. Ça, ouais, c'est un peu plus... Ah, ouais. Bon, à côté de ça, les deux amis, ils ont des vies plutôt simples et banales. Andy, je crois qu'il a un taf de bureau assez classique, si je me rappelle bien. Il est avec une meuf. Sa meuf, elle est saoulée parce qu'elle a l'impression qu'il passe plus de temps à aller chercher des capsules que de passer du temps avec elle et son futur enfant, je crois. Elle fait pas bip bip. Ça, on ne sait pas. Bon, bref, du coup, elle est saoulée, quoi. Lance, lui, il conduit des camions qui transportent des légumes. Fait rire les camions. Pouette, pouette. Oh putain. Non, mais en fait, il faut pas faire enregistrer le podcast après genre 7 heures de taf. Oh si. Pas possible. Si. Je sens que c'est là qu'on est au summum. Putain, je vais finir mon putain de paragraphe. Donc Lance, lui, il conduit des camions qui transportent des légumes.
Il est divorcé, il a du mal à oublier son ex, elle pas du tout, elle se remise avec quelqu'un. Voilà, donc Lance il est un peu tout seul, il aime bien la musique, son petit passe-temps, il écrit des chansons. Ah oui, d'accord, il n'écoute pas que. Non, il Monsieur a une petite âme d'artiste et de lover, quoi. Il fait du pop-rock. Tu sais, il joue dans les pubs. Ah, il fait de la folk. Yes. Yes, sir. Ouais, épisode bouteille, en fait, en fait, on boit jamais, mais en fait, tout le monde... On a l'impression que... Oui. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en pense, moi, de The Detectorist ? Bah attends, je vais te le demander. Mais Suzanne, oui. Qu'est-ce que... J'aime bien parce que tu lèves les yeux genre, putain, il me fait chier avec ces questions. Suzanne, qu'est-ce que tu en penses de cette série, du coup, que tu nous racontes, là ? Je dirais que j'ai tellement pas travaillé, tu sais. Je suis trop saoulée. Je suis trop saoulée d'être là, en fait. Ça me fait trop chier. C'est l'avant-dernier. Après... Oui, c'est vrai. C'est bientôt les vacances, en fait. Donc, qu'est-ce que j'en pense, tu me disais ? Oui. Voilà. Alors, comme je disais, je suis un peu honnête. Je me suis arrêtée à la saison 1. Pour les raisons qu'on a dites, du coup, je parle très mal anglais. Et j'avais la flemme. Dis pas ça. J'avais pas la flemme. Ouais. Je parle pas anglais. Ouais. C'est bien. Je parle pas anglais. Ouais. Oui, c'est drôle. J'ai écrit un truc là-dessus. J'ai dit... Je vais essayer de me trouver des excuses et des raisons pour lesquelles je n'ai pas continué cette série. En vrai, j'en ai pas. C'est juste que j'ai la fâcheuse tendance à m'endormir devant tout ce que je regarde le soir, c'est vrai. Sauf que je le regardais avec mon mec, qui lui a hyper accroché et qui en a marre de m'attendre et qui du coup a tout regardé. Et du coup, moi, je me suis jamais replongée dedans. Bah, est-ce que tu penses pas qu'on devrait lui demander de venir là pour qu'il donne son avis ? Ah, on pourrait. Alors, t'as aimé The Detectorist ? Qu'est-ce que t'en penses ? Tu penses que du bien. C'est bien, on garde ça. Super. C'était notre super ingé son et on l'a eu. Yes. Espérons qu'il n'entende pas. Hein ? On n'est pas au courant que nous avons tout enregistré. C'est vrai ? Non, pas du tout. C'était un super happening. Ouais. Oh bah c'est gentil pour ton mec. C'est super. Bon bah heureusement qu'il a dit qu'il écoutait pas tout, hein, parce que... Susu. En tout cas, ne t'inquiète pas, je ne t'en veux pas, les auditeurs non plus, j'espère, que tu n'aies pas vu en entier la série juste parce que tu as besoin de repos, finalement. Mais en fait, est-ce qu'au final, on a besoin, pour ce podcast, de toujours avoir tout vu ? Moi, je ne pense pas. Bah en fait, le truc, c'est que... franchement, pas forcément. Parce que regarde Grey's Anatomy. Il y avait de la matière. Ouais. Mais c'est vrai que le plus souvent, j'ai tendance à... En tout cas, moi, sélectionner des séries terminées. Ah ouais ? Enfin, non, c'est pas forcément terminé, mais que j'ai quand même vu une grosse partie. Beaucoup de choses à dire. Oui, mais après, tu vois, je me suis fait la réflexion et je me suis dit, The Detectorist, c'est pas non plus le truc le plus palpitant du monde, avec des retournements de situation de ouf. Donc en fait, je me dis... Je pense que les 2 autres saisons, ça doit ressembler à une déclinaison de la première, tu vois. C'est une tranche de vie, quoi. C'est une tranche de vie. Mais est-ce que... Bah, en fait, non, ce que je veux dire, c'est que je suis désolé que tu t'es senti forcé. Forcé de quoi ? Bah, de continuer à rester sur cette... Non, mais de toute façon, t'es un gros masculin, donc... Mais... C'est pas ce que je voulais dire, Kevin. Je pleure en contre-champ. Ah, mais en fait, j'engraine le cliché, non ? Ouin, il avait été méchante avec moi. C'est une femme. Ouh, la vilaine. Au bûcher. Je suis Bézimut. Ouais, je suis parti en live là. Faut m'arrêter. Hein. Surtout avec ton t-shirt là. Oui, c'est un hommage à notre à l'ancien chef. À l'ancien boss. Ouais. S'il nous écoute, jamais il nous écoute. Ou à Lupin. Ouais, c'est un rapport. Avec Omar Sy. C'est un t-shirt pour Omar Sy. T'as vu la série Lupin ? J'ai vu la série Lupin. Moi j'ai vu que la saison 1. Tu t'es endormi ? Non, ça m'a saoulé. Ah merde. Ah, en fait, j'ai envie de tout garder, même si on parle plus de série, on s'en fout. Hein.
C'est parce que j'ai un t-shirt, du coup, marqué Arsène en gros, tiré du jeu vidéo Persona 5. Royal. C'est Persona 5 Royal. C'est pour ça que Ah, ok. Je suis pas là. Et c'est Arsène. Ok, Parce que il a l'air sympa. C'était un persona du héros qui est un voleur fantôme. Ok. Avec des chaînes. Oui. Ok, super. TF1, M6, France 2, je suis fatigué. Ok. Fin de la digression. Sion. Agression. Mmh. Est-ce que je reprendrai pas là où je me suis arrêtée? Allez, vas-y. Mais tu sais que je vais sûrement garder tout ça dans tous les cas. Bah, c'est super. Garde. Ok. Donc du coup, comme je disais, j'ai pas fait mon taf, j'ai pas tout vu. Mais je pense que c'est bien dommage. Car, tu sais quoi, Kevin? Je pense que cette série, elle a tout pour me plaire. Oui. Ouais. Il y a des jolis petits paysages anglais, des petits villages anglais, des petites maisons anglaises, des pubs anglais. Ah, ils sont pas petits, les pubs. Non, mais ils boivent beaucoup, les Anglais. Ok. Ils sont des grands pubs. Bref, du coup, j'ai dit qu'il y avait des pubs et des gens qui chantent des ballades anglaises. Des gens anglais trop mignons aussi. Les grises de détectoriste, ça me fait l'effet d'un Animal Crossing ou d'un Stardew Valley en série. Oui. ça creuse pas mal. Il y a moins de plongée, quoi. Et de trafic d'animaux pour essayer d'avoir les bons habitants. Non, mais non. Hein? Pourquoi toi, tu vois le côté sombre, en fait Pas sombre. C'est vrai que c'est un peu des jeux, finalement, qui recréent le système du capitalisme. Moi, j'ai jamais réussi à avoir ceux que je voulais véritablement, tu vois. Tu parles de... Dans de quoi? Animal Crossing. Tu voulais quoi? Moi, j'ai toujours voulu un Ramsès, tu sais, le chien. Ouais. Mais j'ai pas Ramsès, j'ai jamais. Et c'est celui même le qui est chien. en mode momie? Ouais. Et il y a l'autre aussi qui a un peu des yeux de drogué que j'aime bien. Ok. Je sais plus comment il s'appelle. Mais ça, c'est parce qu'il faut être sur les forums Facebook de Animal Crossing pour pouvoir faire les échanges de personnages. Il y a des trades de fou, hein. Ouais, je sais. Ouais, c'est deep, hein. C'est terrible. Ouais. Moi, ça m'a... C'est presque du dark web. Mm-mm. C'est ouais, je vais vendre un rein. Non, je cherche juste le personnage de Animal Crossing. Ouais. Le poulpe. Le poulpe. Il y en a plein des poulpes, non? Il y en a 4. Il y en a 4. Mm. Ah, t'es vachement bien renseigné. Ouais, je sais. Mais c'est parce que Manon, que je salue, et elle essayait d'avoir toute la famille des poulpes dans son village. Parce qu'elle est fan des poulpes dans Animal Crossing. Ok. Voilà. On finit sur Animal Crossing. On fait sur Animal Crossing. Alors, j'ai des questions. Ouais. Je peux te relancer quand même? Ouais, je suis pas sûre de te répondre du coup, vu que j'ai vu que la saison 1. T'avais dit comédie romantique. À la fin, ils se font des bisous. Je t'aime, mon petit poilon. Là, t'adores Andy. Comédie dramatique. Plus comédie quand même ou dramatique? Bah, ça a l'air d'être des gens un peu... C'est comédie sur un fond de trucs un peu genre nostalgique, tu vois, un peu le mood. Ça a l'air d'être des pauvres gens quand même. Enfin, pauvres, le mot est fort peut-être. Ouais, mais... Non, c'est... Si j'étais parisienne, je dirais c'est des provinciaux. Les provinciaux, quoi. Ouais. C'est des périphes. Montreuil. Non, la province. La province profonde. Melun. Salut tous nos amis parisiens, bien sûr. Bien sûr. Hidalgo. La Seine propre. Les JO. Tu boirais l'eau de la Seine? Non. Ok. Non. Moi, ça se discute. Ah ouais? Vu que le corps est foutu, je me dis si je peux gratter un petit billet. Non, mais arrête, tout le monde va croire que t'es... Hein? T'es Envoyez des complètement- dons. Le Kévoton, s'il vous plaît. Non, mais il va bien. La dernière fois, Il a juste mal au dos et il se fait des crampes quand il... La dernière fois que j'ai vu Coco, Clodomir, il m'a dit, que je salue aussi, il m'a dit, je lui ai dit un peu ce qui s'est passé. C'est bien, j'ai toujours un problème, mais rien de grave, mais tu vois, ça bouge dans mon corps. Il me dit, mais comment tu fais pour être encore en vie? Mais c'est une vraie question, hein. Là, En fait, toi, t'es une personne du Moyen-Âge. C'est les gens qui mourent à 35 ans, quoi. Arrête, ça arrive tellement vite, me dis pas ça. Non, parce que quand même, la peste bubonique, Kevin, plus personne ne l'a, en fait, de nos jours. Il y a que toi qui chopes ce genre de merde. J'ai l'impression que c'est très drôle ce que je raconte. Je sens que ça va être horrible. Non, mais j'ai pris un Doliprane, ça va aller. Pour la peste bubonique. Autre question. Oui. Est-ce que sur chaque épisode, il y a quand même un fil rouge ou c'est vraiment un épisode, une recherche de... Non, il y a un fil rouge. d'antiquité? Ok. C'était à peu près mes questions. Voilà. Ça a l'air très sympa. C'est sympa. C'est très long. Pardon.
Non, vas-y. Non, mais vas-y, continue, parce que non, t'as coupé. Enfin, je veux dire. Putain de merde. Non, mais c'est parce que j'avais pas fini. Donc, Ok. T'avais dit que c'était tout, donc j'ai. Ouais, mais en que c'était fait, tout. j'ai eu un flash. J'ai croisé Okidoki Papi aujourd'hui, dans la vraie vie, avant qu'il se devienne un robot, du coup. Vous verrez plus tard. Et donc, Okidoki Papi 2.0 m'a dit j'ai vu cette série, c'était vraiment génial. En parlant du coup, de Détectoriste. Ah bah oui, mais ça m'étonne pas. Voilà. Parce que c'est très bien, ça a gagné plein de BAFTA, ce truc. Et ça n'est pas passé les frontières. Non, et du coup, là, tu te retrouves à devoir gratter des épisodes sur YouTube. Ça me fait plaisir que tu parles d'une série introuvable. Ouais. Je crois que Alors. t'avais plus rien à dire, mais vas-y. Non, c'est toi qui as dit que c'était... Ouais, pour compléter, c'est une série qui est assez lente, quand même. C'est très contemplatif, comme on peut dire. Ça prend le temps, un peu comme le temps qu'il faut pour trouver des trésors sous la terre. C'est dans le thème, du coup. C'est joli. On contemple les paysages, on suit la vie des gens. C'est comme tu disais, c'est une tranche de vie. Ça parle de petits bonheurs, d'amitié, évidemment, et de bienveillance. Ouais, j'ai fini, en fait. Ça a l'air d'une catastrophe. Merci Suzanne pour ce grand moment. Oui. Ah, j'ai rajouté, en phrase finale, The Détectoriste, un petit trésor télévisuel. Oh, je l'ai. C'est mignon, hein? Et il y a Matthew McGoldnoe dedans. Non. Trop détectoriste. Oh. Non, franchement, ça valait pas le Ça coup. va, si. Je vais aller me jeter là-bas. Me retiens pas surtout. Trop fatigué. Vas-y Kevin, tu nous parles de quoi? De 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre. Dans la langue de Molière. Et tu te souviens quand on avait parlé dans un précédent épisode... Ne regarde pas mon t-shirt comme ça. À moins que tu regardes mes bibis de fou. Et oui, je fais du sport. Et c'est pour ça que j'ai mal au dos. Tu te souviens dans un précédent épisode quand on avait parlé des génériques d'HBO et qu'on avait chanté en chœur Game of Thrones? Oui. Et tu m'avais dit justement que quand on te parle d'un générique HBO... T'as le générique de Game of Thrones qui vient en tête. Ou le générique de Sex and the City. Oui. Et ben moi j'ai celui de Six Feet Under. D'accord. Et ça fait... Non mais j'étais étonnée, t'as réussi à faire tout tenir sur une page, encore 13? Même plus petit je crois, c'est du 11. Ça c'est pas du 11. Je suis graphiste, c'est pas du 11. Pardon madame. C'est du 12, 14, hein, 12, c'est du 12. 14, 12 C'est du 12, 14, minimum 12. Hein. Mais te fais pas spoiler, vas-y The Bill. Pardon. Quel malpropre. Oui parce qu'on a des notes, hein, faut pas croire. Ouais. Enfin je pense que vous l'aviez remarqué quand même. Oui. On sent que plus on fait, plus c'est qualitatif en tout cas. Eh oui. Vas-y Kevin. Alors, Six Feet Under, est-ce que t'as déjà vu ou pas, vu de loin? Moi, je t'en ai déjà parlé il y a très longtemps. J'ai vu la saison. T'as vu que la saison 1? Mais ce running gag va être incroyable. En fait, il faudrait que tu parles que de mini-séries. J'ai vu la saison 1. Parce qu'à l'époque, j'étais en stage dans une agence et ma maître de stage était fan de Six Feet Under. Personne de bon. Et elle m'avait prêté le DVD de la saison 1. Ok. Voilà. Si tu veux la suite, je les ai aussi. T'as plus de lecteur DVD, c'est vrai. J'ai une recrudescence. Non, on est en 2024, Kevin. Ouais, mais c'est beau les coffrets. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, en fait, je me dis toujours, pour les coffrets de série, j'aime bien les avoir parce que je me dis si un jour ça pète. Alors, si l'électricité pète, je suis baisé. Mais si l'internet pète, au moins, je pourrais me faire plaisir en regardant mes petites galettes. Ok. Donc, Six Feet Under, tu as vu que la première saison. Oui. C'est déjà bien. Il y en a 5. Répartis en 63 épisodes. Et c'est comique dramatique. Ouais. C'est de l'humour noir. Ouais. Et oui, plutôt dramédie, mais plus de drame. Et c'est sorti donc sur HBO en 2001. C'est visible en France actuellement sur le Pass Warner, mais
Il y a HBO Max qui arrive en Europe à partir de fin juin. Donc ça sera sûrement sur ce nouveau pass maintenant. Je comprends rien. Ouais, c'est un bordel. La VOD, notre ami pour la vie. Ouh. La série a été créée par Alan Ball. oui. Okay. Et ce monsieur a fait notamment American Beauty. Donc après, il a fait Six Feet. Ensuite, il a sorti une autre série qui s'appelait True Blood. Oui. Je n'ai vu que la première saison. J'ai rejoint là-dessus. J'ai beaucoup moins aimé, même si le générique tabasse. La dernière fois que j'ai vu qu'il a fait un truc, il a fait une série aussi familiale, comme Six Feet, qui s'appelait Here and Now, qui a malheureusement été annulée au bout d'une saison. Ok. Qui ressemblait beaucoup à Six Feet Under. Donc peut-être que je pourrais la regarder si c'est qu'une saison. Ouais, mais du coup, le twist de fin, bah tu restes sur ta fin. Ouais. De quoi ça parle, Six Feet Under? C'est une histoire de famille. J'aime bien les histoires de famille, vous le savez. Je sais pas si je raconte un peu le synopsis du premier épisode d'abord et après je fais les personnages, ou l'inverse. Je pensais que c'était intéressant, vu que c'est une série quand même où on va suivre un petit groupe de personnages sur 5 saisons et que finalement il se passe pas grand chose et qu'on suit surtout ces personnages, je me suis dit que c'était mieux de terminer par ça. Ce qui va donner du coup une introduction du premier épisode que je vais vous faire maintenant un peu brouillonne. À vous de refaire les liens. On s'amuse comme on peut. Qu'est-ce qui se passe dans le premier épisode de Six Feet Under? Et c'est bien parce que tu t'en rappelles comme si tu l'avais vu hier. On suit une famille, les Fisher. Le papa de la famille Fisher meurt. Il était au volant de sa voiture et au téléphone il y a sa femme qui lui dit « T'es encore en train de fumer, espèce de con ?» Elle dit pas « espèce de con », mais « T'es encore en train de fumer ?» Et lui il fait « oui, voilà, machin. » Elle dit « Arrête, parce que ça va te tuer. » Et il fait « Bon d'accord. » Et il jette sa clope, il raccroche, il voit le paquet, il prend une clope, il se prend un bus. Fin de l'histoire. Hop, merci, au revoir, fin de tournage. Plus ou moins. Papa est mort. Sauf que c'était Thanksgiving. Et le plus grand des frères venait de rentrer à l'aéroport et il a fait connaissance avec une dame comme ça. Ah oui, il ken dans les toilettes. Alors, pas dans les toilettes, dans le storage, s'il te plaît. C'est quoi le storage? Je sais pas parler anglais non plus, donc je ne sais pas. Le truc de dépôt, le storage. Le storage. Le storage? Si. Et donc ils font connaissance par voie de muqueuse interposée, ce qui est très intéressant. Il y a du cul, c'est HBO, on est dans les années 2000. Ils se sont calmés par la suite, plus ou moins. Et il apprend que son père est mort. Ensuite, l'autre fils qui était en plein travail apprend que son père est mort, et c'est sa mère qui lui annonce de manière très drôle, parce que du coup la mère balance tout par terre, la dinde, le rôti, parce que c'est Thanksgiving, et lui il arrive, et il fait « Mais maman, qu'est-ce qui se passe ?» Et j'ai revu l'épisode en français, parce qu'en plus de ça, c'est une série que j'ai regardée aussi en français et en anglais, et la VF est plutôt bonne, je trouve. Et la maman dit, je cite, « Un grand malheur est arrivé, la voiture est foutue et ton père est mort. » Les priorités. La hiérarchie des infos. J'aime beaucoup. Et enfin, il y a la plus jeune aussi qui va apprendre la mort du père. En fait, tout ce premier épisode... C'est la mort du papa. Sur la mort du papa et sur comment ils vont survivre à ça. Mais je me souviens plus, mais il n'y a pas un délire de... Il travaille justement dans... Ouais, ok, justement. Excusez-moi. Justement. Et là, vous allez me dire, mais oui, mais juste la mort, etc. C'est des croque-morts. En fait, c'est ça. Tu sais pourquoi on appelle les croque-morts les croque-morts? Je crois. Tu dis ou je dis? Vas-y. Il me semble qu'à une époque révolue, ou s'ils le font encore, c'est ma foi... Parce que tu viens du Moyen-Âge, donc je me dis... Oui, j'ai des maladies moyenâgeuses. Eh bien, écoute, de mon temps, on allait voir les morts comme ça, on leur tirait leurs petites chaussettes et on leur bouffait l'orteil. Comme ça, knack. On revient sur les pieds, hein. Knack. Ouais, encore les pieds, ouais. Et s'il se réveillait pas, c'est bon, il est mort. C'est bien ça. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et donc en fait, tout le twist, on le sait dès le début, mais ce qui est intéressant dans Six Feet Under, c'est qu'on va suivre une famille de croque-morts, dont le patriarche était le grand croque-mort. Qui est le grand Manitou de la croque-morterie, meurt au premier épisode. Ouais. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est qu'ils ont une énorme maison dans Los Angeles, et la maison est comme ça en fait, c'est qu'au premier étage, c'est leur lieu de vie. Au rez-de-chaussée, c'est l'endroit où ils reçoivent les gens en deuil pour les cérémonies. Et au sous-sol, c'est l'endroit où ils font les techniques de thanatopraxie. C'est dur à dire, j'ai réussi à le dire du premier coup. C'est quoi, c'est ils retirent genre... Thanatopraxie, ça va être tout ce qui va s'occuper du corps post-mortem. Donc tu les maquilles, mais tu enlèves aussi
des trucs, non? Alors normalement là-dedans les organes sont déjà enlevés parce qu'ils reviennent de la morgue s'il y a eu des dons d'organes. Et D'accord. après c'est maquillage, enlever le sang, mettre le Le formol, mettre des petits bouchons dans l'anus pour pas que ça pète, parce que ça pète à mort. Et que le fluide ne s'en aille pas. Et normalement, technique un peu avancée, il coud la bouche, parce que vu qu'il n'y a plus rien qui tient, la bouche s'ouvre. Donc il y a suture de la bouche avec de la colle, où je suis beaucoup trop... je sais beaucoup trop de choses à ce sujet. C'est c'est comme bizarre. si j'avais perdu ma tante il y a quelques semaines. Je suis vraiment désolé. Et voilà. Bah, moi j'ai eu ma mère au téléphone juste avant et elle m'a dit « Ah, ben la voisine est décédée ». Donc on est sur un thème de la mort aujourd'hui. Et il faut parler de la mort, je pense. Oui. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. Donc, on va suivre cette famille. Je vais vous raconter un peu qui sont les gens de cette famille. Il y en a un peu, et je vais faire par ordre décroissant, c'est-à-dire ceux qui sont le plus éloignés de la famille, mais qu'on va suivre sur les 5 saisons, jusqu'aux personnages les plus importants. On va d'abord commencer par Brenda. Brenda, justement, c'est la dame qui a rencontré le plus grand des fils, l'aîné, à l'aéroport, qui a Ken dans le storage. C'est la dame du storage. C'est la dame du storage, qui est jouée par Rachel Griffith. Elle, en fait, elle est fille de 2 psychologues. Elle a un frère qui a des problèmes psychologiques. Et elle essaye d'analyser les gens. Et elle va être plus ou moins toujours présente le long de la série. Parce que depuis qu'ils se sont rencontrés avec le plus grand fils de la famille Fisher, Ils s'entendent bien. on va dire qu'ils vont entretenir une petite relation. D'accord. Ensuite, il y a le beau et magnifique Keith, qui est joué par Matthew St. C'est pas le mec de... Comment s'appelle cette série? Non, c'est pas ça. D'accord. Mais ça va venir. Keith, en fait, c'est un policier, un grand black musclé avec une petite moustache sur la lèvre supérieure, Ah oui, pardon. tout chauve, Oui, pardon. et qui va être en fait le petit ami caché Ouais. du cadet, deuxième de la famille, cadet? Non, Benjamin? Non, le cadet, c'est le dernier. Du Benjamin de la famille, on y reviendra. Et lui aussi, ça va être le relationship du deuxième fils de la famille Fisher. On a ensuite après Freddy Rodriguez, qui est joué par Freddy Rodriguez, qu'on appellera Rico. Lui, c'est le jeune clinquant qui est très heureux d'être un anthropacteur, et pour lui, tu vois, c'est ses œuvres, quand il refait des trucs. Il est là, il a plein de photos de gens qu'il a refait en mode tu vois, cette dame elle avait plus rien, je lui ai refait l'oreille, c'est génial, je m'en rappelle et tout. Mais sa plus belle œuvre c'est son enfant. Il est pas mort. C'est juste qu'il a fait un enfant, il est très content. Mais il met la photo de son gosse à côté de toutes les œuvres, toutes les personnes qu'il a refait. Et il est très talentueux. Il fait pas partie de la famille, du coup c'est un employé qui est très très fort sur ça. Donc ça c'était les 3 personnages qui vont graviter autour de ces 5 saisons qui sont pas partie de la famille. Dans la famille on a la plus petite, du coup la Benjamin. Non, la cadette. Je confonds toujours Benjamin et cadet. Claire, qui est jouée par Lorraine Ambrose. Et c'est pas... Elle est dans American Beauty, non? Ah non, je pensais que t'allais dire Yellow Jacket. Ah ouais? Elle est dans la saison 2 de Yellow Jacket. Attends. C'est la Madame Rousse en fait. Mais oui! Tout à fait. Donc Lorraine Ambrose, qui est dans la 2e saison de Yellow Jacket et qu'on a vu aussi dans Dans le Servant. truc... Oui, le truc horrible avec le bébé. Le truc horrible avec le bébé de Night Shyamalan. Bien sûr. Shyamalan. Shyamalan. Ça, j'arrivais jamais à dire, je suis vraiment désolé, alors que c'est pas si compliqué. Du coup, je passe pour un gros raciste, pardon. Masculin, raciste, ça fait beaucoup, hein. Bon, t'es un homme, quoi. Ok, donc Claire, elle, c'est la petite dernière de la famille, et elle est un peu la meuf... qui est un peu à part, tu vois, elle se cherche beaucoup. C'est une ado. C'est une ado, elle sait pas trop ce qu'elle veut faire, elle fume des pets, elle a pas vraiment d'amis parce que c'est la meuf un peu weirdo Elle du a lycée. un sale caractère, non enfin elle est un peu... Elle est un peu... Mais c'est parce que... C'est une rebelle. Moi je l'aime bien, mais c'est un peu rebelle parce que elle a pas vraiment de potes. Parce que comme dit, c'est la weirdo et genre elle vient en voiture au lycée et sa voiture c'est un ancien corbillard vert. Ouais. Bah, en même temps, je me dis quand ta famille c'est une famille de croque-morts, Ouais. ça induit un truc un peu... Enfin, d'ailleurs, une ambiance chelou quand même, tu Ouais. vois. Bah clairement. Et elle a, tu sais, elle caractère chiant peut-être, mais c'est ce caractère un peu peut-être fort et franc et direct parce que elle en a ras le cul de sa famille. Son père, c'était un peu sa chouchou. C'était la petite dernière. Elle s'entend pas du tout avec sa mère.
Elle s'entend tellement pas du tout avec sa mère qu'à un moment, ils ont une conversation en voiture où elle est totalement défoncée parce que la première fois qu'elle prend du crack, elle apprend que son père vient de décéder. Et sa mère lui dit « Claire, est-ce que tu as des relations sexuelles ? Est-ce que tu prends de la drogue ?» « Pourquoi tu me demandes ça ?» Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de conversation très importante. Oui, papa vient de mourir 2 secondes, s'il te plaît, on a peut-être d'autres problèmes. Et tout le long de la série, je vais pas vous spoiler, si je reprends des exemples, ça va être toujours du premier épisode, mais tout le long de la série, en fait, on va voir son évolution, et c'est un peu comment on passe d'être lycéenne à la vie d'adulte, sachant qu'on a perdu son père assez tôt. Voilà, c'est un personnage qui va se chercher, et on va partir sur des choses qu'on connaît bien, c'est-à-dire notamment une petite partie études en art, que tu n'as pas vu que c'est après dans les saisons suivantes, mais voilà. Autre personnage... On va partir sur la mère, tiens, vu que j'en ai un peu parlé. Ruth Fisher, qui est jouée par France Conroy, qu'on a vu dans une... On la voit dans plein de trucs, elle. C'est aussi tu disais tout à l'heure, on parlait des seconds rôles. Elle était dans Grey's Anatomy, par exemple. Elle a un second rôle où elle passe sur le billard, justement. Et elle est dans Desperate Housewives aussi. Ouais, c'est fort probable. Très flippante dans Desperate Housewives. Mais elle est flippante de base et elle est pas Je crois qu'elle est dans American Horror Story. American Horror Story, ouais. Ouais. La saison 1. Est-ce que tu l'as vu ? Que j'ai vu. Bien évidemment. Tout à fait. Ruth Fisher est un peu détestable de mon point de vue. Tu sais, c'est la mère névrosée qui a des plans dans la tête. Et quand il y a un truc qui va pas... Elle me saoulait, moi, la mère. Elle crie très vite. Elle passe très vite aussi du coq à l'âne. Rien de zoophile. C'est juste qu'elle est... Elle est un peu... Quoi ? Non, rien. Tu vois, à un moment, Claire, elle parle justement que son père... elle avait un souvenir comme ça qui revient... où son père la taquinait, elle avait fait une petite bêtise. Et en gros, la mère s'énerve en disant « Ton père vient de mourir et c'est le premier truc qui vient en tête !» Elle clash tout par terre, elle se casse, tu vois. Ouais, c'est... Et elle est très embêtée parce qu'à un moment, elle craque psychologiquement pendant la veillée funèbre. Parce que du coup, ils s'occupent du corps de son père, de leur père aussi, c'est ça le problème. Et elle craque psychologiquement parce qu'elle sait que maintenant, le père sait qu'elle entretient une relation extra-conjugale avec son coiffeur. Et elle a peur que papa ne lui pardonne pas. Et que Dieu non plus, parce que du coup elle est croyante. Complexe. Complexe de religieux ? Tout, ouais. Tout semble complexe. Et elle va rentrer dans un truc, elle va être dans un triangle amoureux un peu chelou aussi. Mais la mère ? Ouais, mais c'est assez intéressant. Elle nous étonne, son Ruth, revirement. Ruth Fisher. Elle va se faire très pote plus tard avec un personnage qui va être joué par Kathy Bates. Ah oui. Que j'adore. Et qui a écrit pas mal de... il y a beaucoup de gens qui ont écrit beaucoup d'épisodes et elle fait partie du coup, Kathy Bates. Donc ça c'est la mère. Donc ensuite, il y a le Benjamin, j'ai bon là, qui est David, qui est joué par, là tu peux le balancer. J'ai oublié le nom de la série. Alors c'est Michael C. Hall, il est là et... Ça commence par un D. La famille Adams. Ça commence par... C'est pas parce que j'ai claqué des doigts, ça commence par un D. Dexter. Dexter, ouais, exactement. Merci. Notre Dexter national. Michael C. Hall, donc, qui joue le deuxième fils qui, lui, voulait faire des cours de droit, mais qui a tout lâché pour aider son père dans l'entreprise familiale de Croque-Mort. Il est un peu malaisant, lui, non ? En fait, oui, c'est parce que c'est celui qui se rapproche le plus de sa mère. Il est très droit, très pro. Trop pro, peut-être. Surtout même dans le taf. Il croque vraiment les orteils ? Non, mais il s'occupe des corps. Et il s'est occupé lui-même du corps de son père. Ah oui, je me souviens de cette scène. Oui, il a dit lui-même, est-ce que c'est toi qui a fourré un truc de coton plein de formol dans le cul de ton père ? Non. Parce que lui, il l'a fait, du coup. Ouais. Et il en veut un peu à son plus grand frère, que je vais parler après, parce que lui, il a dû lâcher tous ses rêves pour s'occuper avec son père de l'entreprise familiale. C'est pas forcément un truc qu'il aime bien, mais il le fait très bien. Très pro, très propre avec les gens. Et le secret qu'il a, c'est qu'il cache à sa famille qu'il est homosexuel. Avec Keith, le monsieur policier. C'est un truc qu'on a déjà vu dans plein de séries. On va se dire, oh la vache, ça va prendre 20 ans, il va toujours cacher à sa famille qu'il est homosexuel. Ça va être que des quiproquos, des choses comme ça. Premier épisode, Claire, elle comprend qu'il est homosexuel. Et donc, ça dure pas trop longtemps. Et la série va pas jouer sur ça. Ouais. C'est vraiment, ça pose les bases. Et ça va pas être juste l'espèce de cliché de l'homosexuel refoulé. Tu t'as dit, elle date de quelle année cette série ? 2001. Ouais, ça devait quand même être assez précurseur de parler de ces problématiques-là à l'époque, après, en fait. Clairement, c'est pour ça. Mais surtout pas d'en faire quelque chose de, entre guillemets, la folle homosexuelle ou le mec qui en cache, tu vois. Ouais, ou de faire le... principal. Ouais, en fait, que ça soit sa seule histoire, en fait, dans la série, quoi. C'est ça qui est intéressant. Je pense que c'est vraiment David et Keith qui ont l'histoire d'amour la plus intéressante, parce que eux, c'est des gens qui sont très très différents. Et par exemple, Keith...
lui ne comprend pas pourquoi David n'annonce pas à sa famille qu'il est gay, parce que lui, il est flic, qui est, on va dire, un monde plutôt de mascu, même s'il est bien baraque et que moi qui me ferait un peu peur si je le jugerais sur sa sexualité. Il l'a dit à ses collègues le savent. Il se prend des fois des remarques totalement homophobes ou des trucs. Mais soit il casse la gueule, il va pas par quatre chemins, soit il rit en mode ah, vous êtes con. Il dit juste c'est un cap à passer parce que tu t'assumes pas, etc. Donc ça va être quand même David, du coup, le truc de je ne m'assume pas pendant un certain temps. Mais il va pas trop le cacher à sa famille. En fait, sa famille est plutôt bien le prendre. Ça va pas être sur ça, mais ça va être plutôt sur la relation d'un couple gay qui marche très bien avec ce qui est très différent. Ok. Je vais parler du papa, Nathaniel Senior, qui s'est pris un bus. Ça va aller très vite. Pro, il aime bien son taf, il est très professionnel, il s'est pris un bus, il est mort. Voilà, fin l'histoire. Je reviendrai après sur lui. Et mon chouchou, mon bébé, mon bébou d'amour, ce qui est sûrement mon personnage de série télé préféré, Nathaniel. Il y a 2 Nathaniel Junior. Fisher Junior, évidemment. vu que c'est le premier, tu sais, très américain. Évidemment. Nous l'appellerons Nate. Nate, c'est simple. À 17 ans, il s'est barré de la baraque. C'est-à-dire qu'il n'a jamais vécu avec sa sœur. Mais elle le voit un peu comme le meilleur grand frère parce que quand il était jeune, il fumait aussi des pets, il était un peu fou. Elle le fantasme un peu, quoi. Ouais. Et en fait, ils sont toujours un peu en conflit aussi parce que des fois, il a fui, quoi. Et c'est ce qu'on lui reproche. David lui reproche que il s'est cassé. Il a laissé tout le monde en plan. Et elle, tu t'es cassé en fait, t'as pas vécu avec tout le monde. À 17 ans, en fait, il s'est cassé parce que c'est un mec un peu baroudeur, toujours bien sur lui, tu vois, genre il mange bio, plutôt végé, il fait du sport et tout. Sauf que Nate a un problème, il a peur de la mort. Donc il a littéralement laissé sa famille et fui parce que c'était trop pour lui. Il voulait fuir tout ça. Il est parti à Seattle, il est gérant d'un Biocop et il est revenu pour Thanksgiving, sauf que papa est mort et sa mère va lui dire Nate, ça t'embêterait de rester un peu pour aider ton frère, sauf qu'il va pas pouvoir repartir. Rien que le fait qu'il va devoir affronter tout ce qu'il a toujours voulu esquiver, je trouve ça génial. Et en plus de ça, je rajouterais que même si c'est mon personnage de série préféré, c'est pas une belle personne, Nate. Il a un caractère de connard. Il est sympa, c'est le mec cool, il essaie d'aider les gens et tout ça, mais des fois il fait des trucs. Tu te souviens, je t'avais parlé aussi dans un autre épisode où c'était cet acteur qui avait demandé « Mais pourquoi mon personnage, il refait encore des erreurs ?» Et il lui avait dit c'est parce qu'en fait c'est un être humain, et c'est incessant. Et il est détestable, et des fois, même quand j'ai regardé la série, parce que j'ai vu beaucoup de fois la série, je dis mais pourquoi tu fais ça? Et en fait c'est juste parce que c'est un être humain. Tous les personnages de Six Feet Under, pour moi ce sont des vraies personnes, tu vois. Et je me rapproche beaucoup de Nate parce que moi j'ai des petits problèmes avec la mort, elle me fascine autant qu'elle me terrifie. Donc je m'attache pas mal à ce personnage. J'espère pas être aussi un connard que lui. Mais disons qu'il est un peu têtu, il comprend pas forcément, par exemple, quand Brenda va faire un truc, il va s'énerver peut-être un peu vite. Il est jamais violent, par contre, c'est pas quelqu'un de violent. Et ça le travaille beaucoup, la mort. Par exemple, il est totalement hermétique au côté aseptisé de l'enterrement, de la veillée funèbre. Et il donne cet exemple à Claire où à un moment il était jeune, il était parti en Sicile, il avait une super coupe mulet et il voyait 2 Siciliennes et dès que le cercueil arrive sur la digue, elle se rue dessus, elle crie à plein poumon et il comprend pas pourquoi. C'est quelqu'un qui pleure, il faut le cacher plutôt que de montrer qu'on est triste, parce qu'à un moment il dit moi ça me fait chier, mon père est mort, ça me fait chier, ça me casse les couilles, tu vois. Et je trouve cette réaction tout à fait juste. C'est peut-être quelque chose que je comprends pas non plus, tout ce qui est enterrement et tout, c'est... Ouais. Ça doit être moi. Du coup, c'est un super personnage. Ok. Et c'est mon bébou d'amour. Donc on va suivre toute cette petite troupe une fois que papa est mort. Et déjà, la première particularité qu'il y a dans Six Feet Under et qui est vachement cool, c'est que bien que papa soit mort, il est souvent là. Il est souvent là dans la tête des personnages. Chaque personnage de la famille voit Papounet comme ils l'ont vu ou ils le verraient maintenant. Je vais m'expliquer, sachant que je rappelle que j'avais dit que j'aimais pas les fantômes. Les trucs des fantômes. Mais là,
c'est que c'est pas vraiment un fantôme parce qu'on sait que ça vient de la tête des personnages. Par exemple, Nate, il voit toujours son père habillé en costard. Comme au travail, super droit, super propre, tu vois, et toujours un peu à le rabaisser, en mode, t'as vu ? Tout ce que t'as esquivé, maintenant tu te le prends en pleine gueule. David, c'est un peu pareil. Il le voit, il fait moi j'aurais pas fait ça comme ça, tu vois, sur le propre corps. Il fait c'est pas très bien cette suture là que t'as fait. Claire, elle voit toujours son père habillé en petit short hawaïen avec un cocktail et en mode bah non, c'est les vacances. Et je trouve que le personnage n'est plus là et ça le caractérise. Et tu vois qu'il avait plein de facettes et que même dans la vie, ça montre que chaque personne voit quelqu'un d'autre d'une autre manière et c'est plein de petits bouts qui forment un tout parce que c'est toujours ce qu'on imagine. Je sais pas si j'ai été clair. Non, c'est chouette du coup comme façon de... Non, je comprends. Ouais. En fait, c'est comment toi c'est comment toi tu visualises ta relation avec telle ou telle personne et du coup comment tu la vis quoi, juste avec les gens et comment... Quand elle est plus là, c'est ça aussi le truc. Donc Papounet est quand même très très souvent là. Et en parlant de choses fabulées, il y a beaucoup de scènes dans Six Feet Under où, en tant que spectateur, il se passe des choses bizarres et on se rend compte vite que c'est ce qui se passe dans la tête des personnages. Et il y a un jeu avec le spectateur où Alan Ball s'amuse à mettre des trucs où on sait pas si c'est vrai ou pas. Voilà. Dans le premier épisode, David, il est en pleine cérémonie parce que forcément il y a quelqu'un d'autre, qu'il y a d'autres personnes qui décèdent et il s'occupe de quelqu'un. Et il se met à crier d'un coup, sauf que c'est dans sa tête. Et en fait, on voit il a juste envie de partir de là parce que son père vient de mourir finalement, tu vois, et ça doit être horrible d'assister et d'être stoïque à la peine de quelqu'un d'autre, alors que toi tu subis une perte horrible aussi. Je vous ai dit que j'aimais bien la série Six Feet Under, que c'est vachement bien. Chaque début d'épisode, c'est un nouveau mort. On suit toujours le... Non mais attendez. Oui, pelleté de tes morts. On suit un nouveau mort. Non, c'est-à-dire que chaque intro, on voit la personne dont la famille va s'occuper en fait. Voilà, dont les Fisher vont s'occuper. On part de une dame qui va simplement mourir de vieillesse à quelqu'un qui va se faire mordre à la jugulaire par un jaguar. Ça peut être très drôle, tu vois, ça va de tout. Et en fait, ça permet à la série d'aborder plein de thèmes différents pour les différents types de deuil. Déjà, comment réagissent telle ou telle personne face au deuil, et aussi tel ou tel type de cérémonie. Selon la religion, selon justement si c'est laïque ou pas, il faut s'adapter. Okay. Et il y a et on voit toute une ribambelle de choses. À un moment, il y a un motard, tu vois. Magnifique épisode. Superbe épisode, celui du motard, où il y a... alors, il n'y a pas de vin de messe, il n'y a pas d'eau, mais on va dire que... La Heineken aux États-Unis, ça y va. La Budweiser. Voilà, on y va quoi. Ça boit pas mal. Et il y a beaucoup de cuir. Et de moustache. Donc il y a tout un spectre de la mort. Et ça paraît un peu démoralisant, mais pour moi la série est super cathartique. Je sais que dès que j'ai un petit coup de mou, ou dès que, je sais pas, j'ai un petit coup de blues par rapport à la mort ou la perte de quelqu'un, je me mate la série, ou la fin de la série, j'y reviendrai, mais je mate la série et il y a un effet, je suis triste, mais je suis content. Et c'est vraiment cathartique. Il y a ce truc, ça me... Juste... putain. Ah, c'était bien. Encore un petit ? Allez, encore un petit. Par contre, c'est 5 saisons, 63 épisodes de 1 heure environ, où tu suis la famille Fisher. Donc des fois, c'est... il se passe pas grand-chose. Il y a des longueurs. Il se passe pas grand-chose. C'est très... Du coup, c'est moins contemplatif que ta série, parce qu'il n'y a pas forcément de très beaux paysages. Mais, c'est... Enfin, très beau, je l'ai dit, mais... On suit une famille, quoi. Donc ça va du repas de famille classique, même s'ils sont très bien, à je vais m'occuper d'un corps, Mais toi, t'adores ça, les histoires de famille. J'adore les histoires de famille. Après, attention, les producteurs ont dit à Alan Ball, ce serait bien qu'ils mettent des petits trucs un peu plus, parce que bon, les histoires de famille... Donc c'est vrai que si t'arrives tout ce qui arrive à la famille Fisher quand même... ça fait beaucoup. Ouais, il y a quand même des trucs... Il y a une histoire de pied, véritablement, là, en plus, dans la première saison. J'en dirai pas plus. Donc ça peut être un peu long. Ah oui, il va y avoir toute une histoire sur justement le lobby de la mort, bizarre dit comme ça, mais carrément dans le premier épisode, leur père vient de mourir, il y a une agence qui essaie de les racheter, tu vois. Mais toute la première saison va tourner autour de ça. Et est-ce que tu cèdes ? Est-ce que tu cèdes au grand capitalisme ? Ou est-ce que tu gardes ton nom, la dignité de ta famille, ce qui reste de ton père, sur quoi il a travaillé pendant toutes ces années, au risque même de sacrifier sa propre famille, parce que s'il y a bien un métier qui n'a rien perdu de sa fraîcheur, je pense que c'est en effet croque-mort, parce que la mort sera toujours là.
Ou pas, hein. Ou pas? Tu connais le transhumanisme? Oh putain, je suis un robot, je rappelle. Donc au niveau de mon avis, c'est vraiment un petit coup de pied dans la fourmilière à l'époque, parce que comme tu as dit, c'était en 2001, et par exemple, c'était un sujet tabou, l'homosexualité, et ça tourne beaucoup autour de... Enfin, ça tourne beaucoup de ça. En tout cas, c'était mal amené dans les séries, moi. Mal amené, et il y a surtout un personnage où ça tourne autour de ça, parce qu'Alan Ball est lui-même homosexuel, donc il voulait parler aussi de ça. Et d'ailleurs, il y a le mec d'Alan Ball qui joue dans la série à un moment. Et bien il y a aussi des différents types de, par exemple le polyamour, tout ce qui est au niveau de l'adultère, finalement la mort en elle-même, le deuil, qui suis-je, où vais-je, que fais-je, j'ignore de le savoir, mais ce que je n'ignore pas de le savoir, c'est que le bonheur est à 2 doigts de tes pieds. Tu as la référence ou pas? Je crois que tu n'as pas la référence, mais j'ai pu encore placer pied. Ouais. On va renommer l'épisode. Donc on voit surtout que la mort, c'est quelque chose de viscéral pour Nate, et c'est surtout un business pour David. Rigolo et dramatique à la fois, rigolo avec des grosses pincettes, hein, comme j'ai dit, c'est de l'humour noir, hein, mais ouais, c'est amusant. Amusant, ça serait le bon mot. Tu fais, c'est bête. Dans le tout premier épisode... Divertissant. Divertissant aussi, mais divertissant, ça peut être divertissant sans que ce soit... Tu sais, dans le premier épisode, ils l'ont pas gardé, au départ Alan Ball voulait garder sur toute la série, mais ils l'ont gardé que dans le pilote. Pendant les coupures pub, ils ont fait des fausses coupures pub pour des objets de mort. Vous voulez qu'il soit toujours beau et luisant? Prenez cette crème embaumatoire. Où il y a une pub pour un corbillard à un moment. Et là, il faut qu'on parle d'un truc sérieux. Quand j'ai commencé la série, moi je l'ai pas vu en 2001 parce que j'étais quand même tout petit, je sais que je suis vieux mais pas à ce point. Je l'ai vu entre 2011 et 2012. Donc il y a quand même maintenant une bonne grosse dizaine d'années. Et je commençais à regarder des séries, et il y avait Game of Thrones d'ailleurs qui avait commencé il y a pas longtemps, et je me suis dit, vas-y, je veux taper déjà dans le dur, tu vois. Et je me suis dit, je vais regarder sur internet top meilleure série de tous les temps. Et il y avait toujours 3 séries dans le trio de tête. Six Feet Under, Les Sopranos et The Wire. Et j'avais le choix entre ces 3-là, et j'ai pris Six Feet parce que c'était une histoire de famille, et je me suis dit, la mort, j'aime pas trop, mais en même temps, aussi attirant. Ça m'intrigue. Voilà. Six Feet Under a la meilleure fin de série que j'ai jamais vue de ma vie. C'est sûr, c'est certain, ça ne changera pas. C'est un petit plaisir de voir le dernier épisode de Six Feet Under avec d'autres gens qui ne savent pas la fin. J'adore ça, c'est génial. Je chiale à chaque fois. Alors c'est fou parce que c'est 1h08 d'épisode, et le dernier épisode, c'est un épisode somme toute plus ou moins, on met des grosses guillemets normales, et c'est juste ces 7-6 dernières minutes qui font tout le... Oh, c'est merveilleux, c'est du petit lait. Tu vois le petit lait? Il y a un moment dans ma vie, tous les mois, je me mettais juste ces 6 dernières minutes, je chialais ma race et ça me remettait... Là, tu me mets la fin, je pleure. Je vois le début. Tu sais que je l'ai revu il y a pas longtemps pour montrer à ma copine. Je savais, j'ai pleuré avant. Ah, mais j'ai trop envie de voir maintenant. Comme, je suppose, beaucoup de gens. Ouais. S'il vous plaît. Pas la fin, non mais faut regarder toute la série. Mais quoi? Ne regardez pas juste la fin. Enfin, vous pouvez trouver la fin sur YouTube de la série comme ça. Oui. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que... Déjà, ne faites pas ça en général parce que ça va gâcher le truc. Là, c'est même pas une question que vous allez pas comprendre, c'est que ça serait gâcher tout le sel de la série. Bien sûr. Déjà, l'impact est beaucoup moindre, mais je trouve que ce qui est le plus beau, c'est tout... C'est un peu con, hein, c'est le voyage pour arriver jusque-là. Oh, c'est pas la destination. En fait, la destination a encore plus de valeur une fois que le voyage a été fait. Parce que quand j'ai regardé Six Feet Under, il y a des épisodes où je me suis fait pas chier, mais vu que c'était long, ouais. J'ai fait 3 saisons et je me suis arrêté pendant 5-6 mois. Et je me suis fait après le reste. Et je regrette de ne pas avoir suivi épisode par épisode, semaine par semaine, année par année. Je me suis pris une baffe. Je me suis tellement pris une baffe que un de mes meilleurs potes, qui ne regarde pas de série, qui m'a dit, écoute, j'ai vu 2 séries dans ma vie, True Colin, l'œil du FBI, et Six Feet Under, et il l'a vu et en français et en italien. Et il regarde pas de série. Et il m'a dit, c'est une dinguerie. Il était chez moi. Il me restait 8 épisodes. On les a enchaînés de minuit à 8h du matin. J'ai vu la fin. Je n'ai jamais autant chialé de ma vie, je crois. C'est un truc de fou. Ça te prend aux tripes, c'est génial. Et le pire, c'est que, quoi qu'il se passe, quand j'ai fermé mon ordi à clapet de l'époque Packard Bell, comme quoi on fait avec ce qu'on a, et après avoir vu la fin 2 fois, parce que je l'ai re-regardé après directement, j'ai re-regardé les derniers, et j'ai re-chialé, j'avais l'impression d'avoir perdu ma famille. Genre, tu vois, en fait, le truc, c'est que quand tu regardes la série, t'es un peu le 6e Fisher.
t'es là, personne te parle, mais tu vois tout ce qui se passe, t'es là, Nate c'est un peu ton frère, tu vois, là c'est assez clair, et là tu sais que t'as fini cette série, il y a pas de suite, en fait, il y aura pas de 6ème saison. Oh, ça a l'air incroyable. Et le seul truc, c'est que tu te dis, en fait, le seul moyen de les revoir, c'est de re-regarder le truc. C'est pour ça que j'ai déjà 4 visionnages de cette série. Et c'est la meilleure fin de série de tous les temps. Ça sera toujours, pour moi, la meilleure fin de série de tous les temps. Et je pense que je chialerai à chaque fois. Et rien que d'y penser, je me sens déjà tout mou. Oh, il se passe des choses, quoi. C'est génial. Le plus incroyable dans tout ça, c'est que il y a une espèce de consensus global dont je fais partie, où les fans de Six Feet Under et qui ont vu la série se disent, hormis qu'ils ont chialé les chutes du Niagara en moins de 6 minutes, ça n'aurait pas pu se finir autrement. Il y a pas... Ça devait se finir comme ça. C'est ma 2e série préférée de la vie, hein, mais il y aura pas mieux. En fin de série, il y aura pas mieux. Donc, même si vous regardez, je vous en conjure, si vous en avez la force, le pouvoir, la possibilité, si vous regardez Six Feet Under, même si vous mettez un épisode par semaine, ça va prendre 1 an. Il y a 63 épisodes, un peu plus d'1 an. C'est pas grave, regardez. Rien que pour tout ce que vous avez vécu, même si des fois vous dites, oh putain, c'est chiant, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre, mais Rousse, va te faire foutre. Ça en vaut la chandelle. Juste pour ce dernier épisode, et même un peu avant, ça vaut toutes les séries du monde et de l'univers, et je pense qu'on ne fera pas mieux comme fin de série. Help, I have done it again. I have been here many times before, hurt myself again today. And the worst part is there's no one else. Ouais, alors, là, t'as pas convaincu tout l'auditoire. Après, c'est juste une histoire de famille avec des croque-morts. Mais non, c'est fou. Les personnages sont fous, les personnages sont bien écrits, c'est intelligent, il se passe... En termes de défauts, si je devais vraiment en trouver un, parce qu'on essaie quand même de faire le pour et le contre, même s'il y a plus de pour que de contre là, je suis pas vraiment... Voilà, ils m'ont convaincu déjà depuis longtemps. Hein. C'est que des fois tu dis ouais c'est chaud que ça arrive quand même qu'à eux, tu vois. Il y a un truc où ah ouais il y a ça en plus, moi je suis pas sûr de ça. Putain, c'est... Voilà. Mais sinon, en plus ça brasse large. Il y a une... Si vous avez regardé un minimum de séries dans votre vie, ça vaut le coup de regarder Six Feet aussi pour jouer au jeu de oh putain mais lui c'est le mec de Californication. Oh putain mais il y a la madame de Grey's Anatomy, il y a Christina Yang de Grey's Anatomy, oh il y a Skyler de Breaking Bad. Il y a Kathy Bates aussi. Oh il y a Kathy Bates qui joue dedans. Oh il y a Justin, c'est le monsieur de Leftovers tu sais. Bref il y a une pelletée de gens qui sont devenus des stars, je mets des guillemets, de séries télé, qui ont passé une petite tête dans Six Feet Under. Voilà. Je sais pas, c'est ma série de cœur, c'est ma série doudou. Ouais, on sent que tu la portes. Hein. C'est ma série qui me terrifie autant que je l'adore. J'ai les DVD chez moi, regardez, c'est super. J'ai les DVD chez moi. Oui, c'est oui. Pas vous. Il y avait un super coffret que j'ai jamais eu et en fait ils ont regroupé toutes les saisons dedans. Et en fait c'est une pierre tombale avec marqué 2001-2005 et en haut, en fait c'est de la terre et il y a de l'herbe. C'est vraiment... ça que j'avais reçu, qu'elle m'avait prêté ma collègue. Donc t'avais la totale en plus, ce sera trop bien. Ouais. J'aimerais bien me les retrouver en Blu-ray. Et j'ai deux petites trivia. Alan Ball a fait ça parce qu'en fait il supportait plus le deuil de sa sœur, il venait de perdre sa sœur. Et ça a été un peu le déclencheur de parler d'un côté de son homosexualité. On met toujours un peu de soi quand on crée des trucs, hein, de toute façon. Et aussi de la tristesse de comment on... C'est dur de passer au-dessus de la tristesse de la perte de quelqu'un. Ça reste toujours là, finalement. Et je pense que, sans le vouloir, il a créé vraiment un truc un bon gros pansement qui marche vraiment bien, en tout cas sur moi. Je m'emmitoufle dans ce pansement comme un gros tacos. Cette association entre pansement et tacos... Bon, The Plaid tout doux, si tu veux. Ouais, Plaid tout doux. Avec beaucoup de larmes et de morve qui sortent de mes narines. D'accord. Et le générique est assez emblématique, et en fait, il y a un arbre qui est au-dessus d'une colline, qui est mon fond d'écran sur beaucoup de choses. Et cet arbre n'existe pas en haut de cette colline. Ils l'ont déterré, l'ont mis là, ont pris une photo et l'ont replanté après. Et ils ont choisi, c'est l'arbre qui a été choisi, c'est cet arbre-là. C'est cet arbre. Et il est très reconnaissable. C'est vrai que c'est l'arbre de Six Feet Under. Voilà. Waouh, merci beaucoup Kevin. Hein. Je terminerai juste par la dernière, alors c'est pas tout à fait la dernière phrase de la série, mais les derniers mots prononcés, plus ou moins dans la série, qui dit, ça va être de l'anglais.
même si tu ne comprends pas. Désolé pour mon accent. You can take a picture of this, it's already gone. Je chiale. Encore une fois, je sais jamais si je vends très bien la série. En fait, j'ai l'impression que mes séries que j'aime vraiment beaucoup, j'ai toujours du mal à les vendre parce que je suis... Et celle-là, elle est très importante pour moi. T'en as bien parlé. Est-ce qu'il faut introduire quelqu'un ? Alors, Okidoki Papi n'est pas revenu du Japon, finalement. Et il a envoyé un robot à sa place. C'est horrible. Eh ouais. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Fiction. C'est dans le lore. Donc, Okidoki 2.0, il semblerait que ça soit maintenant. Salut les pirates. Je vous ai manqué ? Alors me revoilà, revenu du pays magique des Futanari pour évoquer de vrais chefs-d'œuvre de la télévision française, messieurs dames. Un peu émoustillé, je vais vous parler d'une série ou plutôt d'une anthologie produite entre 1986 et 1991. Vos parents venaient à peine de naître que la télévision française a produit Série Rose, une anthologie consacrée à l'adaptation de classiques de la littérature érotique, mais c'était du haut de gamme bien sûr. Les histoires venaient des œuvres de Maupassant, Aristophane, Daniel Defoe, le divin Marquis, etc., etc. Vous avez bien entendu. Le service public a osé. C'était diffusé tard le soir, c'était frisson, on voyait des lolos, des cucus, des pois-poils, mais pas de zizi, bande de pervers, faut pas exagérer. C'était juste coquin, MDR, entre le théâtre filmé un peu ringard et la reconstitution costumée. Enfin costumé, il faut le dire vite. Il n'y avait pas beaucoup de costumes. Et le truc c'est qu'on s'y roulait de sacrées pelles, et je laisse votre imagination galoper entre des titres d'épisodes aussi cryptés, à la feuille de rose, oh oh, le libertin de qualité, oh oh, la fessée, oh oh, le lotus d'or, MDR, le style Pompadour, oh oh. L'experte, enfin voilà quoi vous avez compris. Série Rose, c'était produit par FR3, l'ancêtre de France 3, et c'est sûrement rediffusé quelque part sur le câble. Oh joie! À très vite, les pirates. Erreur 404. Il m'avait pas dit qu'il avait envoyé un robot cochon, par contre. C'était un peu... C'est un robot cochon. Ah ça, oui. Là, apparemment... Pas l'animal, du coup, cette fois. Non, un robot dégueulasse. Enfin, de... La bite. Non, c'est pas... J'ai extrêmement chaud. Mais en tout cas... Oh là là, ça va être dur. Hein. Il fait si chaud. Ah. C'est fini, on n'arrive plus là, c'est fini. C'est trop bien. J'ai tout donné sur Six Feet, je suis désolé. Il est en âge. Je suis en âge. Merci Suzanne pour cette série, ça m'a donné envie. C'est pas vrai. Non, je suis un mytho. J'en ai trop mal parlé. Je m'en bats les couilles. Tu regardes même pas tout, hein. Bolos. Tu pouvais pas lutter, je parlais de Six Feet Under. Ouais, on en reparlera quand ce sera moi qui parlera de Fleabag. Oh, ouais, mais je l'ai vu. Non, mais t'en parleras bien mieux que moi. Mais par contre, on aura beaucoup de choses à dire sur la fin aussi. Oula. Merci Sucy, c'était bien. Merci à toi Kéké. J'aime ton style. T'aimes mon style? Quel style? Le style grosse flemmarde. On fait avec le temps qu'on a, écoute. Et désolé d'avoir trop parlé, je me suis encore emporté, hein, je suis désolé. Non mais franchement t'as transmis ta passion de façon assez éloquente. Mais j'ai fait beaucoup de pauses parce que c'est difficile de parler de l'histoire et des personnages. Après quand je parle de la fin de série, je sais que je suis emporté. Parce qu'elle m'emporte elle-même. Mmh. Wow. C'est beau. Merci beaucoup Kevin. Et tu sais ce qui m'emporte aussi? Dis-moi. Le vent. Parce que j'ai pété.